Respectés, militantes, militants, sympathisants du PPACI, chers journalistes, il est des moments où se taire devient une faute, réfléchir ensemble est un devoir. Cette 43e édition de la tribune du PPACI s'inscrit précisément dans cette exigence, car il s'agit de dire, analyser, éclairer sans détour les réalités de notre pays. 2 points retenus pour ce rendez-vous. Point 1, le gouvernement transforme la Commission nationale des droits de l'homme en une délégation du RHDP. Point 2, sous la gouvernance du RHDP, l'école aggrave les inégalités sociales. Aujourd'hui, ces 2 sujets qui nous réunissent ne relèvent ni de la spéculation intellectuelle, ni des débats de convenance. Ils touchent au cœur même de l'État, de droit et de la justice sociale. Fidèle à son rôle historique, le PPACI refuse donc le silence, refuse l'indifférence et choisit la lucidité. Car comprendre, c'est déjà résister, analyser, c'est agir. Pour porter cette parole avec clarté, rigueur et engagement, nous avons l'honneur d'accueillir une voix autorisée du combat politique et intellectuel. Le ministre Justin Koné-Katina, président du Conseil stratégie et politique, nous fait l'amitié et l'honneur d'animer cette tribune. Je nous invite donc à l'écouter avec toute l'attention qu'exige la gravité des enjeux. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Camarades président de l'inspection générale du parti, chers grands frères, camarades vice-présidents, Toutou, LGA, camarades professeurs chargés, comme j'aime bien le dire, chargés des questions d'école, comme j'aime bien l'appeler comme ça, chers camarades, l'honorable Boui, Kame, cher ami de l'île Pau, chargé de nos prisonniers, merci beaucoup pour votre présence. Merci aux membres de mon cabinet, Ouattara Victor, tous les membres de la direction du parti qui sont présents. Chers amis journalistes, merci pour votre présence à ce 43e numéro. La dernière fois, nous avons dit que nous ferons en sorte que la tribune ne connaisse plus d'interruption. Il y a 2 semaines, nous étions là et nous nous apprêterons pour que les 2 prochaines semaines, le jeudi en 15, on puisse se retrouver pour un autre sujet. Pourquoi la tribune doit reprendre sans interruption? Parce que notre pays, sorti des élections chaotiques, traverse des situations d'incertitude. Et notre rôle, c'est de faire en sorte que la voix du PPACI, la voix du peuple, soit portée. Et portée par qui? Par le PPACI. Il y a beaucoup d'interrogations et notre rôle en tant que parti politique, c'est de ramener le gouvernement à respecter les engagements qu'il lui-même a pris vis-à-vis des populations, parce que c'est à lui incombe le rôle de gouverner et c'est à nous incombe le rôle donc d'assurer notre responsabilité en tant que parti politique, étant entendu qu'aucun parti ne peut cumuler les deux, sinon alors on ne devient plus dans une démocratie, on tombe donc dans une dictature. Donc nous allons pleinement jouer notre rôle, nous allons l'assumer et nous allons continuer de dénoncer et de contre-proposer des solutions aux problèmes qui minent la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous vous avons appelé pour aborder 2 sujets avec vous, des sujets qui sont très importants.
voyez-vous, devant ce qu'on peut appeler le défaitisme, le laisser aller, très souvent on se dit, bon, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Quand un peuple arrive à s'interroger de cette façon sur les sujets d'un pays, c'est que le pays ne va pas bien. Parce que toutes les questions, qu'elles soient minimes ou importantes, toutes ces questions-là, lorsqu'elles touchent à un peuple, le peuple a le devoir, en tant que dépositaire du pouvoir, parce que les autres ne sont que des mandataires, en tant que mandant, de s'exprimer. Et lorsque ce peuple désiste, commence à dire, laissez-les faire, comment faire comment? Quand on commence à dire, on va faire comment, c'est-à-dire nous sommes dans la logique de la fatalité. Et la fatalité n'est pas bonne dans un pays, ni pour ceux qui dirigent, parce que ça vous donne l'illusion d'être dans une bonne trajectoire, tout comme ceux qui s'y opposent et qui ont décidé de parler pour le compte des peuples. Et nous allons parler. Nous allons parler parce que ce pays a besoin qu'on corrige un certain nombre de trajectoires. Les deux sujets sur lesquels nous allons vous entretenir, et je voudrais saluer les journalistes et tous ceux qui nous écoutent d'ailleurs par divers canaux, leur dire merci pour leur fidélité. Les deux sujets concernent la question des droits de l'homme en Côte d'Ivoire et puis l'école. L'école, c'est l'école. C'est chacun de nous tous. C'est chacun de tout le monde. C'est le quotidien de tout le monde. Et c'est ça, l'école. Une école, quand elle ne marche pas, quand elle ne va pas, c'est le présent qui souffre, mais c'est l'avenir qui devient incertain. Et nous devons, ces deux sujets sont des sujets qui nous paraissent importants. Alors le premier sujet, n'oubliez pas que nous avons ouvert un dossier. Le dossier, nous l'avons appelé la gouvernance dolosive du RHDP. Et dedans, nous avons des sujets, des thèmes que nous abordons, des sous-thèmes que nous abordons. La dernière fois, nous avons parlé d'un certain nombre de questions. C'était l'histoire du café cacao, notamment. Et aujourd'hui, la question de la crise de l'énergie et de l'histoire du café cacao. Aujourd'hui, nous abordons un autre sujet, les deux sujets qui sont importants. Et le premier thème que nous allons aborder, le gouvernement du RHDP a transformé le Conseil national des droits de l'homme en une délégation du RHDP. Et on va vous expliquer. Nous tous, nous sommes témoins de ce pays, que depuis le 11 avril 2011, le RHDP a lancé une sorte de croisade, une fatwa contre les libertés, contre les acquis démocratiques, chèrement acquis, contre eux, parce que c'était eux contre lesquels on se battait en 90 pour lutter pour acquérir, conquérir nos libertés. Et c'est eux qui veulent nous les retirer. Et ils s'y prennent de façon méthodique. Et la dernière tentative, c'est la désignation du président du Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, qu'on appelle le CNDH-Côte d'Ivoire. Et cet événement n'est pas nouveau. Il est la suite d'une série de violations de la loi, du non-respect des engagements, et le quatrième mandat n'en est que la parfaite illustration. Et les questions sont tellement sensibles que au cours du 47e session, ce qu'on appelle l'examen périodique universel du Haut Commissariat des Nations Unies chargé des droits de l'homme, qui s'est tenu l'année passée, du 4 au 15 novembre dernier, la Côte d'Ivoire avait été fortement interpellée sur la violation des droits de l'homme, notamment le non-respect des engagements internationaux en ce qui concerne les droits de l'homme. Et l'ordonnance
qu'ils avaient prises pour régir, pour museler la société civile, qui leur semble être hostile, avaient été vraiment critiquées. Et des recommandations ont été faites au gouvernement ivoirien pour qu'il puisse corriger les tirs. En réponse, le gouvernement vient de leur donner un message clair. Ce que vous avez dit là, ça vous concerne. Nous, en Côte d'Ivoire, nous, ça ne nous concerne pas. On fait ce qu'on veut. Et la preuve, elle vient d'être donnée par la nomination du président du Conseil national des droits de l'homme. Et cette nomination est décriée par à la fois la société civile et nous, en tant que parti politique, et nous allons le dire, victimes de toutes les violations des droits de l'homme, nous ne devons pas rester en reste. Nous devons réagir et le parti entend réagir. Alors, de quoi s'agit-il? Le 25 mars 2026, M. Christian Adjelou, ce que nous voulons dire n'a rien de personnel. C'est une question de principe. Qu'il fût appelé Kone Katina, Koulibaly Malik ou n'importe quelle personne, c'est une question de principe. Donc, nous ne connaissons pas la personne, ce n'est pas sa personne qui nous intéresse, mais c'est le principe que nous dénonçons. Il a été élu par ses pairs nommés par décret pour siéger au Conseil national des droits de l'homme. Ça s'est passé le 25 mars. Aussitôt, le 1er avril, 21 organisations de la société civile, je dis bien 21 organisations de la société civile, ont pondu un communiqué pour décrier, dénoncer cette nomination. Et ces 21 organisations relèvent deux griefs essentiels. Et ce sont ces deux griefs que nous allons retenir, sur lesquels nous allons revenir, avant de donner la position de notre parti sur la question. Ces deux griefs sont relatifs à la violation de la loi 2018-900 du 30 novembre 2018 qui porte création du CNDH. Je vous ai dit, c'est le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, voici des personnes qui s'asseyent dans leur assemblée, qui prennent une loi qui ratifie et qui décident de ne pas respecter la loi. Qui vous oblige à prendre des lois que vous n'avez pas envie de respecter? Et la loi repose sur deux éléments fondamentaux, deux concepts. Le premier et le plus important, c'est qu'il s'agit des droits de l'homme. Donc, celui qui doit régir cette question-là, qui doit administrer ce conseil-là, ne doit faire l'objet d'aucun doute sur sa partialité. Sur sa partialité. Pourquoi? Parce que les droits de l'homme mettent en rapport l'État et les citoyens. Toujours dans les rapports conflictuels. L'État ayant tendance à élargir ses pouvoirs et les citoyens tendant à préserver leurs intérêts, leurs libertés. Les gens n'ont pas créé les droits de l'homme pour rien. C'est parce que c'est un rapport permanent, conflictuel permanent entre l'État et les citoyens. Il faut trouver un organe pour pouvoir régir, pouvoir interpeller les uns et les autres. Mais cet organe-là, il ne peut pas être dirigé par quelqu'un qui est partisan. Et quand nous le disons, ce n'est pas nous qui le disons. L'article 15 de la loi dit ceci, de cette loi que je viens de rappeler, 2018, dit ceci. Je vais commencer par l'article 15, mais le plus important, c'est l'article 16. Mais l'article 15 aussi est tout aussi important. Parce que pour que ce soit crédible, et c'est l'autre élément, il faut que l'organe soit représentatif de la nation. Au moins. Et c'est pourquoi l'article 15 dit ceci. La composition du bureau exécutif du CNDH tient compte du genre. Sauf preuve du contraire, en tout cas au moment où je vous parle, encore il n'y a que deux genres. Maintenant, s'il y en a qui se cachent, nous on ne sait pas, mais il y a deux genres pour le moment en tout cas.
soit on est homme ou on est femme. On ne peut pas être les deux à la fois. En tout cas, en Côte d'Ivoire, dans l'état actuel du droit positif, c'est ce qui se passe. Donc, pour savoir si quelqu'un est femme ou garçon, ce n'est pas compliqué. On n'a même pas besoin d'aller voir un médecin. Mais il se trouve que, selon l'organisation des sociétés civiles qui ont signé ce communiqué, tout le monde est homme. Donc, violation flagrante. Et ces choses, généralement, les femmes, bon, elles se laissent. Mais c'est vous faites pratiquement la moitié de la population de la Côte d'Ivoire. On décide de créer un organe dont le rôle est de réguler, de voir comment sont protégés les droits de l'homme. Et il n'y a pas de femmes. Et aucune association de femmes ne se plaint. Mais pourtant, les premières victimes des droits de l'homme, c'est bien les femmes. C'est bien les femmes. C'est vous qui vous plaignez qu'on vous frappe à la maison. C'est vous qui vous plaignez, dire qu'on n'a pas de... Les femmes disent elles n'ont pas les mêmes droits au travail. Elles n'ont pas les mêmes avantages que les hommes. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, une organisation qui est chargée de régler le problème, de vérifier la nature, du moins la bonne préservation des droits de l'homme, la bonne protection des droits de l'homme, ne peut pas être amputée de la moitié, dans sa représentation, de la moitié de la population, qui se surcroît est celle-là qui est le plus souvent victime des violations des droits de l'homme. Donc, la loi a prévu qu'il y ait, ça doit tenir compte du genre. Et je vous dis qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a que 2 genres. C'est visible. Ça, on n'a pas besoin d'aller quelque part pour le constater. Et on constate, en tout cas, l'organisation des droits, les OSC, les organisations de la société civile qui ont signé ce communiqué, disent qu'il n'y a que des hommes. Et nous avons consulté, en tout cas, sauf s'il y a des noms, comme on ne les a pas vus physiquement, mais sauf s'il y a des noms garçons, des gens qui portent des noms de garçons et qui sont des femmes. Mais en tout cas, ce que j'ai vu là, il n'y a pas un seul nom qui puisse refléter une quelconque féminité. Donc, première violation. Deuxième violation, c'est l'article 16. Et je vais rappeler ce que l'article 16 dit. Le président du CNDHC doit être une personnalité reconnue pour sa probité, sa responsabilité et son impartialité. Et son impartialité. Ce sont des critères cumulatifs. C'est-à-dire que lorsqu'un manque, la personne pressentie ne peut plus être fait acte de candidature, ne peut pas assurer ces fonctions-là. C'est cumulatif. Or, nous ne connaissons pas la personne en tant que sur ses capacités. Je sais qu'elle est docteur en droit, elle enseigne à l'université, ce sont mes recherches. Donc, sur ses compétences, il n'y a absolument rien à lui dire. Sa probité, nous n'avons pas d'éléments là-dessus. Mais sur son impartialité, il n'y a pas seulement que des réserves. Parler de réserves, c'est de l'euphémisme. Il n'est pas partial, il n'est pas impartial. C'est une affirmation. Parce que M. Adjelou, et les preuves surabondent, les preuves sont profuses sur la question, c'est déclaré à maintes reprises être militant du RHDP. Dans des vidéos qui sont connues, qui circulent. Il a même été, à un moment donné, dans la campagne du président Ouattara, il s'est proclamé avoir animé un certain nombre de sessions. C'est connu. C'est un militant du RHDP. Donc, on ne peut pas parler d'impartialité avec lui. Ce n'est pas anecdotique ce que nous disons. C'est tout un système qui est assis
sur la violation permanente donc, et de la loi, mais surtout pour son mépris pour le respect des libertés des autres. Si nous nous taisons, c'est pourquoi nous avons dit nous n'avons rien contre M. Adjilou, nous ne le connaissons même pas. Mais c'est lui qui a dit, et il a assumé plusieurs fois, que lui, il est militant du RHDP et il assume. Donc, l'article 16 dit qu'il faut être impartial. Lui, il ne peut pas être impartial. On ne va pas nous refaire la même copie que la CEI. Quelqu'un dit le matin, moi je suis RHDP confirmé. Et puis, mais c'est pas grave, hein, dès que je traverse la route, la maison là, je deviens neutre. Ça passe pas ça. Ça là, c'est attrape-nigo. Ça ne passe pas. Donc, le président du CNRD ne peut pas aujourd'hui, du Conseil des droits de l'homme, n'est pas un homme impartial. Il ne peut pas diriger cette commission, ce conseil, et il faut que cela soit dénoncé. Et c'est pourquoi le PPACI s'aligne sur la position de l'Organisation des droits de l'homme sur la question. Parce que les premières victimes, d'un point de vue politique, de la violation des droits humains, c'est bien les militants du PPACI. Au moment où je vous parle, l'un des nôtres, le camarade Monet Marius, en détention provisoire depuis le 17 octobre 2025, est mort en prison. Un militant de Diapé dans le département d'Azopé. Je voudrais à ce stade demander aux camarades qui sont présents de nous lever pour observer une minute de silence. Je vous remercie. Au moment où nous pleurons, 5 des autres sont encore dans un état critique. On ne va pas vous donner leur nom pour ne pas que la situation s'aggrave. Mais on ne peut pas dans un pays transformer la prison en instrument de torture des opposants, torture jusqu'à la mort. On ne peut pas faire ça dans un pays. Plus être celui qui est mort est innocent, puisqu'il n'a pas été jugé. Puisqu'il n'a pas été jugé, seule une condamnation détermine qui est coupable, un jugement ou qui ne l'est pas. Mais tant que vous n'êtes pas passé devant lui, vous êtes présumé innocent. Imaginez-vous qu'on prend un innocent, en tout cas il n'a pas été jugé, on l'envoie en prison et il meurt. J'écoutais pas longtemps en préparant ce document, ce dossier, une émission, un reportage. En Côte d'Ivoire, 36% des prisonniers sont des détenus. C'est-à-dire des détenus provisoires, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas été jugés. 36%, c'est-à-dire plus du tiers de la population. La détention répond à une logique. On a aménagé, c'est une disposition assez grave qu'on aménage, parce que c'est en violation même d'un principe fondamental qui est la liberté. La liberté. Mais on te dit, on te met en liberté
en détention provisoire le temps de mener des enquêtes, parce que certainement ta présence pourrait brouiller les pistes des enquêtes. Mais on ne peut pas garder des personnes, 36% de la population carcérale, elle est innocente. Elle est innocente parce qu'elle n'a pas été jugée. Et tant qu'elle n'a pas été jugée, ces personnes n'ont pas été jugées, ce sont des innocents. Notre camarade est décédé. On vous a parlé des femmes qui sont enceintes, qui sont en prison, en détention provisoire. C'est pourquoi le PPAC ne peut pas regarder la question du Conseil national des droits de l'homme comme étant une simple question administrative. Parce que celui qui va veiller sur le respect de nos droits ne peut pas être de ceux qui atteignent à nos droits. Moi, je n'ai jamais vu un voleur être directeur de banque. Donc, chers amis, c'est une question fondamentale qui touche au DF. C'est pour cela, sur cette question, le PPACI ne va pas laisser les bras croisés. Nous allons saisir des organisations internationales des droits de l'homme. Nous allons saisir, qu'elles soient africaines ou européennes, nous travaillons là-dessus le plus rapidement possible pour que le gouvernement sache que sur ces questions-là, nous n'entendons pas céder. Nous allons saisir le commissariat des droits de l'homme de l'ONU et nous allons saisir également l'alliance, ils appellent l'alliance de... Bon, son nom en anglais, c'est un nom bizarre, là, ils appellent GANRI. C'est pas Gary, c'est GANRI, qui est ce qu'on appelle l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. C'est-à-dire, les institutions nationales des droits de l'homme se sont organisées et généralement pour vérifier est-ce que elles-mêmes, leur constitution respecte le principe même de neutralité et puis est-ce que leurs actions sont conformes à la recherche véritable de cette neutralité-là. Nous allons les saisir. Parce que ce n'est pas... et nous les saisissons parce que nous avons un intérêt à agir. L'intérêt à agir, c'est que nous sommes les premières victimes des violations, des persécutions politiques. Il faut le dire, les choses telles qu'elles sont. Maintenant, si nous nous taisons, bon, le gouvernement est à l'aise. Hein? Un gouvernement qui ne rencontre aucune opposition, c'est le gouvernement le plus heureux. C'est le gouvernement le plus heureux. On ne peut pas se taire là-dessus. C'est une responsabilité à la fois de tous les citoyens, mais c'est aussi la responsabilité du PPACI. Parce que nous sommes les premières victimes. Voilà sur ce point ce que nous voulons dire. Je rappelle, le PPACI ne connaît pas M. Adjilou, donc on n'a aucun problème particulier avec lui. Mais ce sont ses propres déclarations à lui, se prévalant de son militantisme avéré, connu, qui circule, on peut même présenter des vidéos, qui fait que sa nomination viole la loi de 2018 qui exige en son article 16 que le responsable en soi de ces choses soit quelqu'un d'impartial. Voilà le premier point. Le second sujet que nous allons aborder porte sur l'école. Chers amis, quand nous abordons la question de l'école, nous tous, nous regardons. Mon grand frère, il est médecin, parce qu'il allait à l'école. Il n'est pas médecin parce qu'il est de Korogo, il est de la famille Bon. Il s'appelle Koulibaly, non, il est médecin parce qu'il allait à l'école. Son voisin, le professeur Toutou, il est professeur de médecine.
Parce qu'il allait à l'école. Celui qui le suit, le professeur Dadé, il est universitaire. Il allait à l'école. Sokouri, tous les autres, tous ceux qui sont là, il est journaliste. Parce que si les journalistes, vous n'étiez pas allé à l'école, je ne sais pas comment vous appelez pour venir vous dire quoi ici. Donc, nous sommes en train d'aborder une question qui nous concerne nous tous. L'école. Et aucune démission sur l'école ne peut être pardonnée. Quand j'ai préparé ce sujet, j'ai regardé, je suis tombé sur une vidéo, un reportage sur le bac comment on appelle le pays là, en Corée du Sud. Cherchez, vous allez voir. On ne se développe pas par hasard. La Corée du Sud, le jour du bac, c'est le jour le plus solennel des Coréens du Sud. Ils changent même les horaires de vol pour ne même pas que des bruits d'avion dérangent les étudiants composés. Tout pendant l'épreuve du bac, tout s'arrête en Corée du Sud. Les Coréens du Sud, en 1970, moi c'est un Coréen du Sud qui me l'a dit, je ne savais pas. La Côte d'Ivoire a payé des salaires en Corée du Sud, dans les années 70. La Côte d'Ivoire a payé des salaires à soutenir l'administration de la Corée du Sud. Aujourd'hui, regardons-nous. On ne peut pas jouer avec l'école. Alors, pour faire ce dossier, on avait plusieurs critères, mais on avait plusieurs paramètres qu'on aurait pu utiliser. Mais on a choisi de nous concentrer sur les résultats du bac. Pourquoi le bac? Parce que selon celui qui a créé le bac, Napoléon, le bac c'est le premier diplôme universitaire. C'est le premier diplôme universitaire. C'est pourquoi, généralement, vous verrez que les responsables des jurys de bac et autres, les présidents, c'est généralement des professeurs d'université. C'est le premier diplôme universitaire. C'est d'ailleurs le diplôme le plus important, puisque c'est lui qui te permet de t'organiser dans ta vie. Et nous avons pris les résultats du bac. Mais nous n'avons pas regardé seulement que les chiffres. Nous avons interrogé les chiffres. Et les chiffres, c'est un scientifique qui disait, les hommes peuvent mentir, mais les chiffres ne mentent pas. En statistique, le rôle des statistiques, c'est d'interroger les chiffres. Et nous avons vraiment fait des statistiques sur ce dossier-là. On a pris ce dossier, ça fait pratiquement 2 mois que nous travaillons sur ce dossier. Et nous avons regardé l'évolution du bac. Nous avons regardé l'impact géographique, c'est-à-dire l'origine sociale et des candidats, quel est leur impact sur les résultats. Autre critère de recherche qui nous intéressait, quelle est la participation de l'enseignement privé dans la performance au niveau de l'école. Parce que, rappelez-vous, je crois que c'est vous qui avez fait, professeur, quelqu'un, Dadier qui avait fait ce point-là, une fois, une point de conférence de presse, c'était sur la question, c'était l'école privée. Quelle est la part de l'école privée dans la situation scolaire aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Nous avons interrogé un certain nombre de faits. Et ce sont les résultats que nous allons vous donner. En 2024, il y a eu 34,17% du bac, du taux d'admission au bac, en 2024.
En 2025, le gouvernement a applaudi à tout rond parce qu'on est arrivé à 40%, 40,15%. Parfait. Il y a une évolution quand même. 11% d'évolution, 6% à peu près. On peut applaudir. Mais interrogeons les résultats. Et pour ce faire, nous avons identifié des pôles, Abidjan et environ, puis les 3 grandes villes scolaires, c'est-à-dire Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké, que nous avons comparé avec le reste de la Côte d'Ivoire. Par la suite, nous avons comparé les résultats des établissements par statut, c'est-à-dire entre le privé et le public. Parce que c'est ça qui est le plus important. Est-ce que l'enfant qui a nos foins, chez moi là-bas, ou à Badika, ou dans un village de Ouagayo, Djibizekou, ou Zaïboyo, Béboukou, voilà. Est-ce qu'ils ont les mêmes chances? Est-ce que l'école ivoirienne leur offre la même chance que ceux qui sont à Abidjan? Je le dis pourquoi. Moi, tout le monde sait que nous ne sommes pas au fouettistes. Mais on ne peut pas faire de l'injure à Oufoué. Parce que aussi la politique, c'est aussi reconnaître le mérite de ton adversaire. S'il n'avait pas eu cette vision sur l'école, moi là, je suis en train de taper balafon, parce que c'est ce que j'aime. Donc, il a créé une sorte de péréquation, de sorte à permettre tous les enfants de venir, d'avoir les mêmes chances à l'école. Et c'est pourquoi moi, je n'ai jamais été pour la rébellion. Tous les arguments de la rébellion, là, aucun n'est fondé. Parce que nous, on sait qu'il y a des écoles qui ont été construites chez nos villages là-bas, dans nos villages au nord là-bas, mais que personne n'allait là-bas. Donc, le gouvernement, la volonté d'établir l'égalité des enfants était un problème réel. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que nous disent les résultats? Quand vous prenez les 3 grandes villes, Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, ils représentent à eux seuls 35% des établissements de la Côte d'Ivoire. 35% des établissements de la Côte d'Ivoire, à eux seuls. Et ils font également 34,35% également des centres d'examen. Parce que en 2024, il y a 2048 établissements qui ont présenté des candidats au bac. 2048. Ces 3 villes réunies, elles ont contribué pour les 34 000% de taux d'admission. À elles, elles ont fait 36%. Ces 3 villes. Et le reste de la Côte d'Ivoire a fait à peine 20%, 21%. Ça veut dire quoi? Et l'écart est quand même de 15 points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque un enfant est à Ferké, à Congo, quand il part au bac, il est déjà handicapé de 15 points par rapport à celui qui est à Abidjan ou à Yamoussoukro. Voilà ce que nous renseigne.
cette macrocéphalie scolaire. Que donc, il y a des gens, des enfants, n'est-ce pas, l'école n'offre pas les mêmes opportunités à tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont à Abidjan, et Abidjan seul, dans les 35% du groupe même, Abidjan lui seul, il fait 46%. Donc c'est dire qu'une partie de la population, que la déperdition scolaire est très profonde à l'intérieur du pays. Ça, c'est la disparité. Et nous sommes allés plus loin. Pour le reste, nous avons même divisé les pays en zones. Évidemment, la zone sud qui comprend Abidjan et autres, c'est la part de Lyon, avec 46% plus ou moins, je vous avais déjà dit, de taux d'admission. Et la zone nord, qui était à la traîne en 2024, parce qu'elle était 4e en 2025, et nous n'avons pas trouvé d'explication sur la question, parce qu'on ne peut pas avancer les chiffres. Il y a des chiffres, il faut les interroger, mais là, on n'a pas trouvé d'explication, mais a fait un bond, et que la zone 2 nord, aujourd'hui, occupe la 2e place, d'après les résultats du bac de 2025, vient la zone centre, et paradoxalement, la zone aujourd'hui qui porte l'économie de la Côte d'Ivoire, la zone ouest, elle est la dernière avec un taux d'admission de moins de 17%. C'est des chiffres qui nous demandent, nous qui voulons faire la politique, nous qui faisons la politique, c'est des chiffres que nous devons prendre pour les analyser et comprendre. Pourquoi, par exemple, la zone ouest, qui concerne tout le sud-ouest, c'est-à-dire le sud Bandam, le sud Sassandra, jusqu'à dans le complètement Mans, mais avec un taux plus grave, un taux d'admission quasiment pathétique pour, par exemple, une région comme celle du Bafing. Et ça, il n'y a pas d'explication. Pathétique. Elle fait partie des régions les plus faibles. Le Bafing, c'est-à-dire Touba, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, c'est les Maou, hein. Nous, c'est normal. On est plus intelligents qu'eux. Ça va de soi. Nous sommes Tabana, les xénophobes. Ça va de soi, c'est les Maou. Mais ça ne peut pas expliquer tout ça. Ça ne peut pas expliquer tout ça. Donc, un enfant qui naît, qui va à l'école dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, a un handicap de plus de 20 points par rapport à celui qui est à Abidjan. Celui qui est du nord a un handicap de 15 points. Celui du centre, autour de 15 points, parce que le nord et le centre se talonnent. Chers amis, ça peut paraître des chiffres. C'est un dossier de 40 pages. C'est le résumé que j'ai essayé de lire. Parce que ce dossier, je vais le verser aux archives du parti pour que les techniciens, Dadier et autres, vous ayez des réflexions, des séminaires pour nous expliquer d'où ça sort. Quel est le problème dans cette situation? Parce que c'est pathétique. Il n'est pas juste que dans un pays, des enfants n'aient pas la même chance de réussite que d'autres. Certains ont moins de chances de réussite que les autres. Mais ça, c'est la gouvernance de RADP. Mais c'est lié à un phénomène que le président Gbagbo a voulu corriger. C'est la question de la décentralisation. C'est vers ça que nous arrivons. Maintenant, nous arrivons aux critères. Il y a beaucoup de combinaisons, mais on prend les points essentiels. Aux critères qui se rapportent au statut des établissements. Nous avons distingué deux statuts. Le statut public, établissement public, et l'établissement privé dans lequel nous avons
nous avons mis les établissements confessionnels, qui sont privés par nature. Il y a, sur les 2048 établissements, il y a 330 établissements publics seulement. 330. C'est-à-dire moins à peu près 12%. Donc, mettons 17%. 83% des établissements qui offrent des opportunités scolaires, ce sont des établissements privés. 33, on a manqué 330 établissements. Et sur ces 330, quand nous regardons la composition, leur apport au, comment on appelle, au résultat du bac, en 2024, ils ont fait 42%, ces établissements. Et les 83%, c'est-à-dire les autres établissements privés, ont fait à peine 21% de taux d'admission. Donc, c'est la combinaison des deux taux qui nous envoie au 34,17%. Mieux, 60 établissements, tous privés, ont affiché 0 admis. 0 admis. Là où vous avez des excellences qui vont à 100%, comme le Sainte-Marie et un certain nombre d'établissements, eux, ils tombent pratiquement 0% sur l'admis. 60 établissements. Mais le plus grave, c'est qu'en 2025, ces 60 établissements ont présenté des candidats. 40%, 40 autres ont eu 0 admis. Ça veut dire quoi? Que l'État n'a aucun regard sur les établissements privés. Et j'ai consulté pour 2026, oui, encore 2026, ces mêmes établissements présentent des candidats. Ça veut dire quoi? Que l'État se contente de dire, bon, débrouillez-vous dans vos enfants où vous voulez. Bon, ceux qui sont admis, bon, c'est bon, ceux qui ne sont pas admis, ce n'est pas mon problème. Mais un établissement sur 2 ans qui présente des candidats et qui a 0%, cet établissement, on doit le fermer. On doit le fermer. Sinon, à quoi ça sert? C'est-à-dire, l'État ne peut pas se débarrasser de ses enfants. 2024, ça a commencé en 2023, 0%. 2024, 0%. 2025, 0%. 2026, il dit qu'il y a encore des candidats. Ah, mais il y a un problème. Il y a un problème. Sur la moyenne de 34,17%, 60% des établissements privés sont en dessous de cette moyenne. 60%. Et quand vous voyez même leur taux, il est bonifié par le concours des établissements confessionnels. Parce que pour 2025, par exemple, l'école catholique en fait les statistiques, je n'ai pas pu regarder les autres, méthodistes et autres, ils ont fait 76% de taux d'admission au bac. C'est-à-dire par rapport aux structures à la moyenne nationale, ils ont fait 36 points de plus en 2025. Parce que 2025, ils sont à 40%. Ils ont fait 36 points de plus. Donc, c'est leur concours, puisqu'on les range dans la catégorie des établissements privés, qui fait que la moyenne pondérée des taux de réussite augmente. Si vous les enlevez, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe.
Mais quand vous prenez vos voitures, vous arrivez dans les voitures et vous faites le cours de la Côte d'Ivoire. Mais quand vous regardez les états, lycée moderne, lycée, mais c'est dans la brousse. On ne sait même pas quels sont les enseignants qui recrutent, qui vont là-bas. Et ils ont des candidats. C'est le professeur Dadier qui avait appelé ça les établissements boutiques. C'est véritablement ça, l'école boutique. Chers amis, nous sommes en train de parler de l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, tout le monde est surpris des capacités intellectuelles, même si comparaison n'est pas raison, des Iraniens qui résistent par leur intellect, qui ont démontré leur capacité de réflexion, leur capacité, comment ils se sont organisés malgré tout pour tenir leur pays. On ne peut pas dans un pays se contenter de faire des ponts et s'applaudir. On ne peut pas se contenter de dire j'ai fait 15 ans de pouvoir parce que les gens m'aiment. On ne peut pas se taire sur ces questions-là, mes amis journalistes. L'école, c'est notre devenir. Je n'ai aucun plaisir, moi, en tant qu'Ivoirien, à avoir mes propres enfants qui fréquentent, parce que j'ai quelques moyens, les meilleures écoles, et puis d'autres personnes, parce qu'ils n'en ont pas, être réduits à ça. Il y a des choses à faire. Et c'est pourquoi le président Gbagbo avait lancé la question de la décentralisation, qui est, la dernière fois on l'a dit, je le répète, ce n'est pas seulement une question d'occupation du territoire. La décentralisation, c'est le fondement du développement. C'est le fondement du développement. Dans certains pays, les académies sont nombreuses. Et les gens sont en compétition. On avait conçu pour nous la commune pour l'enseignement primaire. C'est la commune qui était chargée de construire les écoles primaires, les écoles préscolaires et les primaires, les collèges et les lycées pour les départements, le conseil général, et les universités laissées aux conseils régionaux. C'est comme ça que nous avons conçu la décentralisation. Pour permettre à chaque citoyen, aux responsables locaux de prendre conscience, c'est-à-dire le responsable, le président du conseil régional ou bien général de la NAWA, doit pouvoir dire, je ne comprends pas pourquoi, malgré ma contribution importante à l'économie du pays, mes enfants affichent des résultats négatifs. Et une réflexion locale est menée et on cherche les solutions par rapport à ça. Tout ne peut pas se centraliser à Abidjan. Tout ne peut pas se centraliser à Abidjan. Mais ce qui se passe là, c'est dangereux. Et nous allons terminer par la comparaison avec les autres pays du CAMES. Nous avons pris le CAMES parce que nous avons, les universitaires sont là. Au bout du compte, il y a une sorte d'interchangeabilité, c'est ça non, des diplômes dans le CAMES. On a essayé d'harmoniser plus ou moins dans l'espace CAMES les curricula. Donc nous avons pris le... Et ça fait honte, mais c'est ça la vérité aussi, même quand ça honte, même c'est ton pays, quand ça fait honte, il faut accepter. Sur les 2 années, classement par ordre de mérite des pays de l'espace CAMES par taux d'admission au bac. Premier, le Bénin. Le Bénin a affiché en 2025 un taux d'admission de 73,13%. En 2024, il était à 56,93%. Deuxième, le Burkina Faso.
Taux d'admission au 2024, 52,61%. 2025, 56,45%. Troisième, Togo, vous avez bien entendu, Togo. Taux d'admission, 41%, 41,15% en 2024, 52,06% en 2025. Quatrième, Sénégal. Taux d'admission 2024, 50,50%, 2025, 47,62%. Et nous, on vient après. Et la Côte d'Ivoire est en 6e position, avec 34,17% et 40,15%. Ceux qui viennent après nous, c'est le Niger, 32,19%, 33%. La Guinée, 24,64%, 32,33%. Et le Mali, 27,23% et 27,48%. On ne peut pas être majeur, leader économiquement dans une région et puis vos enfants vont traîner ces genres de résultats. Nous sommes 5e ou 6e sur 9. 5e sur 8. 5e. Il y a un problème. Il y a un problème. Et ça se ressent au concours du CAMES aujourd'hui. Dans certaines disciplines, c'est la catastrophe. Il faut qu'on rattrape ça. Surtout que l'État dépense beaucoup d'argent. Si vraiment ce n'est pas de la camaraderie, on ne peut pas, dans les transferts, c'est énorme ce que l'État dépense dans les écoles privées, dans l'histoire de subventions. En 2000, et c'est ça la question qu'on se pose. Vous imaginez, en 2025, la subvention dans les écoles privées pour ces élèves qui vont au bac était de 322 milliards. Donc, si moi j'ai un ami là-bas qui est là-bas, qui peut subventionner, je peux transformer un lycée à Argoka. Et pourquoi m'envoyer des élèves? Et elle augmente chaque année. 2025, 322 milliards. 2024, 259 milliards. 2023, 165 milliards. Donc, c'est-à-dire qu'on augmente les frais de subvention des élèves dans les écoles privées et les résultats ne suivent pas. Et cela ne dérange personne. Au PPACI, dans le programme que nous avons proposé, c'est que nous avons exigé que les enseignants qui vont dans le privé, quand vous les recrutez, il faut au moins qu'ils aient fait la formation à l'ENS. Il faut qu'ils aient fait au moins de la formation à l'INS. Parce que pourquoi? Ce sont des établissements qui reçoivent de l'argent de l'État. Et il faut vous assurer, est-ce qu'ils sont bien payés? Parce que si tu envoies 350 milliards dans des établissements, vérifie est que ceux qui sont censés enseigner les élèves que tu envoies vers là-bas, vous avez envoyés, est-ce qu'ils sont dans les conditions, ce sont même des personnes qui ont toutes les qualités requises, et puis ils sont dans les conditions. Sinon, ça devient de la camaraderie, du lacisme. Chers amis, voici les deux sujets sur lesquels nous avons voulu discuter avec vous. Ce sont des sujets très importants. Les droits de l'homme, parce qu'une nation ne peut pas se construire dans la violation permanente des droits de l'homme. Le Conseil national des droits de l'homme a besoin d'assurer les Ivoiriens par son impartialité. Or, la nomination de son directeur actuel pose problème, parce qu'il est militant affiché de RHDP. Deuxième sujet, l'école. Parce qu'il s'agit de nous, de notre devenir et de notre leadership dans la région. Les chiffres sont là. L'école aggrave les disparités sociales, les inégalités sociales. Un enfant né à Korogo n'a pas les mêmes chances que celui qui est né à Boitier pour aller à l'école. Un enfant qui est né à Dabakala n'a pas les mêmes chances que celui qui est né à Bassam, et ainsi de suite.
Ce n'est pas juste. La République, elle est une. La République, elle est pour tout le monde. Et la République a le devoir d'être équidistante de toutes les composantes de la nation. Sur ce point, depuis 15 ans, ce que le RHDP nous sert, c'est du copinage. Ce n'est pas de la République. Et nous ne pouvons pas nous taire là-dessus. Nous avons le devoir de dénoncer et d'agir en conséquence. Je vous remercie. Je vous ai dit ici, le problème du drame de la politique, c'est que lorsque nous, les hommes politiques, nous parlions, ceux qui font la politique parlent, on dit non, ils se battent parce qu'ils veulent venir au pouvoir pour manger. Donc, parfois les gens, ils ont l'impression que des questions qui relèvent de la nation, qui concernent la nation, lorsque nous les abordons, ça là, c'est entre l'homme et les politiques. Oui, nous parlons parce que le RHDP veut nous ramener à l'ère du parti unique. Il veut nous ramener, si nous nous taisons, si il ne rencontre aucun obstacle, ils vont arriver à ça. Ils ont déjà mis sous scellé, du moins ils ont mis une muselière sur la société civile par l'ordonnance qu'ils ont prise l'année passée, que nous avons décrié, même à l'international qui a été décrié. J'ai suivi également les péripéties effectivement au niveau de la presse, de votre association. Mais tant qu'un parti, un pouvoir ne rencontre pas d'obstacle, il étend sa domination. Et si les gens s'asseyent pour dire « Ah, c'est Gbagbo, c'est Zonke, il parle trop. Ah, Gbagbo, on ne t'a pas entendu. Depuis là, tu n'as pas parlé. » Mais quand ton enfant, c'est pas écrit, c'est pas Gbagbo qui ne fait pas que ton enfant n'est pas écrit. Si nous nous taisons, parce qu'un gouvernement prospère sur deux choses. La corruption et la vente de la peur. Quand le peuple commence à se laisser, si l'opposition, les responsables politiques se laissent aller gagner par ces deux phénomènes, alors il n'y a plus de nation, il n'y a plus de politique, il n'y a plus de démocratie, il n'y a qu'une dictature qui s'installe parce qu'il n'y a qu'une seule volonté qui s'exprime. Ce n'est pas un problème du PPACI. Nous parlons pour attirer l'attention des uns et des autres. La dernière fois, je vous ai dit qu'on a vu quelqu'un qui est sorti à la télévision, à qui on a dit on veut vendre ton cacao à 2800 francs. Après, on vient lui dire non, ça va prendre 1200 francs. Il dit ah, mais le gouvernement est gentil. Nous, on pensait qu'il allait payer 900 francs. Est-ce que vous vous demandez à quel est l'état de délabrement moral dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui dans notre pays? Mais n'importe quel pouvoir qui se retrouve face à une telle moleste, à une telle complaisance, à un tel lacisme, mais il prospère à l'excès. Excusez-moi, je ne vais pas leur faire l'injure. Si on décide de ne pas mettre de haut là, mais ils iront où ils veulent. C'est une responsabilité collective. Vous avez déjà vu un gouvernement mettre tout un pays en prison? Mais si nous sommes tous, nous taisons, nous acceptons tout. On dit, ah bon, attends. On pousse la on pousse la couardise. Chaque fois j'ai pris jusqu'à souhaiter la mort de quelqu'un. Nous, on ne combat pas un cadavre, on combat quelqu'un qui est vivant. On ne veut pas qu'il meure. On n'est pas d'accord, on dit on n'est pas d'accord avec lui. J'ai trouvé ça indécent, ce débat-là sur l'état de santé, l'état de mort du président Ouattara. En fait, ça, c'est l'expression d'une couardise. Comme je ne peux pas t'affronter, je souhaite que tu meurs. Non, nous, on peut pas, on ne souhaite pas que quelqu'un meure. On veut l'affronter, on se combat. Et donnons-nous les moyens de combattre ce genre de choses-là.
Si nous nous taisons, chers amis, ils vont contrôler tout. Ils vont contrôler tout. Donc, c'est notre responsabilité. Nous, au PPAC, nous faisons le nôtre. Que les autres et les citoyens eux-mêmes prennent les responsabilités pour dénoncer. Trop, c'est trop. Quand c'est trop, il faut la tourner. Oui, alors, l'école, pourquoi je suis allé au bac? Parce que c'est un ruisseau. C'est-à-dire, si le ruisseau, avant de se jeter à la mer, si ce qui arrive là est sale, ça veut dire qu'en gros là, c'est plus grave. Le bac, c'est la fin du processus du préscolaire, du scolaire, du secondaire, du primaire, du secondaire, ainsi de suite. Mais quand vous voyez les résultats que vous voyez là, mais c'est la conséquence de ce qui se passe depuis plus de 15 ans. Moi, parfois, j'écoute les enfants. Une fois, on m'a appelé pour aller convoquer, corriger les épreuves d'un examen. Là. Je suis allé, j'ai regardé. Le lendemain, je ne suis plus allé. J'ai dit, c'est bon. J'ai dit, c'est bon. Mais enfin, mais c'est une catastrophe. Je ne sais même pas comment les enseignants du supérieur, les enseignants, vous en sortez, quoi, mais c'est de la folie, c'est une catastrophe. C'est 15 ans de destruction de notre système scolaire. En tout cas, je souhaite bon vent au nouveau ministre que je connais, qui a beaucoup de qualités, qui est encore des rigoureux. Je lui donne beaucoup de souhaits pour qu'il puisse mettre de l'ordre. Madame Marietou a fait ce qu'elle pouvait. Mais la question, c'est tout un système. Un système, là, ce n'est pas un homme qui vient de changer. Le RHDP, c'est un système. Et donc, c'est le produit de son système, là, qui est mauvais. Donc, c'est le système qui est mauvais. Tu as beau avoir toute ta volonté, mais si le système ne te laisse pas avancer, tu ne vas pas avancer. Et c'est ce système-là que nous devons combattre. Effectivement, l'école primaire, je ne parle même pas. C'est terrible. Non, Zagol, sur la démission du président du... Mais nous dénonçons, nous ne sommes pas d'accord et nous appelons le gouvernement à revoir sa copie. C'est pourquoi nous avons dit, nous ne nous arrêtons pas là. Nous allons saisir des instances pour leur dire au gouvernement que le CNDH, là, il faut que celui qu'ils ont nommé là, il est trop partial, il est trop partial. Il ne nous rassure pas, il ne rassure pas et l'opposition et la société civile. Donc, nous demandons qu'on mette la pression sur le gouvernement pour qu'il ait du fait démissionner. C'est ça l'objet. Ce n'est pas tout simplement parce qu'on veut écrire pour écrire. Bon, pour ce second point-là, vraiment, tu vois, Facebook, là, il peut faire de toi un pape. C'est-à-dire, c'est l'heure du matin, il dit qu'il connaît Katina ou bien tout, tu sais, il est pape. Bon, c'est à toi de savoir si tu vas te promener avec un habit de pape ou bien autre. Chacun se lève un matin, il se lève, il écrit ce qu'il a envie d'écrire et puis il est content. Lui, ce qui l'intéresse là, c'est que, comment vous appelez ça? Les vues. Comme les personnes ont vu, comme on les partage, il dit j'ai fait quelque chose. Au PPACI, le président de notre parti s'appelle Laurent Gbagbo. C'est le président du parti. Je vais plus loin. Nous-mêmes, nous avons décidé que pour le congrès, là, il demeure notre président. Donc, celui qui a écrit là, il faut leur dire que celui qui dit qu'il est président là, voilà ce qu'il a dit. Voilà. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Je suis Francis Kofi, journaliste reporter à la STV. Ok. J'ai au moins deux préoccupations. La première, elle est récente, concernant les arguments du PDCI RDA. On a vu beaucoup de spéculations. Le PPACI a été invité, le PPACI n'a pas reçu, donc on devrait savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé à ce sujet. Non, il y a eu un malentendu entre deux partenaires, de PDCI et de PPACI. Et entre partenaires,
nous avons des voies pour régler ces genres de malentendus. Et ces voies-là sont se faire. Et je pense que le PDC l'a compris, nous aussi nous avons compris. Donc ça, ça ne fait même plus l'objet de polémiques, puisque c'est un malentendu qui a été déjà réglé par les voies qui existent entre nos deux partenaires. Alors, en plus, pour les décisions du conseil de discipline, ça c'est interne, c'est une procédure interne. Nous sommes un parti organisé. Lorsque la direction du parti estime qu'il y a des situations, il y a des éléments, des comportements qui manquent, qui violent un certain nombre de principes, on convoque les personnes, on les entend, c'est tout. C'est une procédure interne, il n'y a rien d'autre à dire dedans. Donc la procédure sur son nom, elle continue, il n'y a absolument rien de particulier. On les a entendus, ce n'est pas moi, c'est le président du conseil de discipline. Il va faire le rapport et puis la direction du parti appréciera. C'est tout. Ça fait partie, c'est un truc de fonctionnement normal de tous les jours. Voilà. Maintenant, la gouvernance. Quelle est la gouvernance? Oui, mais si vous avez bien compris, le sujet, le dossier qu'on a ouvert, c'est la gouvernance d'Olivier du RHDP. Donc, les thèmes que nous traitons là, ce sont ces thèmes qui sont liés à ça. La prochaine fois, on va s'attaquer à leurs finances. La prochaine sortie, c'est pour s'attaquer à leurs finances. Leurs finances. Ça va? La prochaine fois, on va s'attaquer à la gestion économique et financière du pays, pour laquelle il parle beaucoup, et pourtant, il y a beaucoup de déchets à l'intérieur. Nous allons revenir là-dessus. Donc, pour nous, tout est une question de gouvernance et de mauvaise gouvernance. C'est une question de mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, c'est la volonté de vouloir contrôler tout l'espace de communication. La mauvaise gouvernance pour les débats politiques en excluant tous ceux qui ne sont pas de même avis. La mauvaise gouvernance, c'est le fait d'avoir une école qui aggrave les inégalités, ainsi de suite. La crise de l'énergie, c'était la mauvaise gouvernance. La question du café cacao, c'est la mauvaise gouvernance. Donc, tout est absolument, ce sont les résultats d'une gouvernance chaotique qu'on nous sert depuis 15 ans et qu'on veut nous faire avaler par tous les moyens. Nous ne pouvons pas accepter cela. Donc, c'est vraiment une question de gouvernance. Voilà. Encore. Bon, vas-y, une dernière question. Alors, récemment, il y a le ministre Awa Gambino, sur un plateau de télé, qui avait dit comme ça que dans nos partis politiques, il n'y a pas de démocratie. C'est une question d'actualité. Donc, face à cette question, j'aimerais un peu écouter le PPACI qui face à cette préoccupation. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de démocratie dans les partis. Il parlait des partis politiques, mais il ne croit pas que... Voilà. Non, en fait, Dom Melo a parlé, c'est un message, c'est une moyenne pondérée. C'est-à-dire il a parlé de façon générale. Quand on parle de façon générale, c'est que c'est la moyenne pondérée. Mais il ne parle pas de PPACI. Voilà. Parce qu'au PPACI, là, nous, on a la démocratie. Et c'est l'expression de la démocratie qui fait que lorsque un camarade, on estime qu'il a fait une faute, on le convoque, on l'entend, ainsi de suite. C'est ça aussi l'expression de la démocratie. Le fait même que le conseil de discipline l'ait appelé, qu'il soit venu, c'est l'expression de la démocratie. Donc, Melo ne passe pas de PPACI, autrement, il ne serait pas venu, on ne l'aurait pas convoqué. Voilà. Merci, monsieur le ministre, votre mot de fin. Merci beaucoup. Chers membres de la direction du parti, merci d'être là. Chers journalistes, merci d'être venus. Cet exercice, nous ne voulons pas qu'il soit banalisé. C'est un exercice important parce que notre rôle, c'est de parler à tout le monde, y compris au gouvernement. Et le PPACI a été créé et est dirigé par quelqu'un qui a fait de la démocratie son cheval de bataille, des libertés son cheval de bataille, au point où les gens finissent par croire qu'il s'agit d'une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, c'est notre état d'esprit. Et nous, personne ne nous empêchera de parler. Nous continuerons de parler. Nous continuerons d'agir pour préserver l'essentiel. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas devenir un pays quelconque
à tout point de vue. On veut un pays exceptionnel. Il faut qu'il le soit à tous les niveaux et que toutes les valeurs qui font une république qui se respecte, un État qui se respecte, ces valeurs-là, nous devons travailler de façon concertée pour que ces valeurs prospèrent. C'est pourquoi nous sommes là. Et le PPACI sera là. Il va occuper les débats politiques. C'est pourquoi nous vous invitons encore à la fête de la Renaissance qui s'annonce grandiose. Nous allons démontrer que nous sommes le PPACI et nous allons vous inviter également à notre congrès parce qu'un parti fort, c'est un parti qui démontre toujours sa capacité à être proche du peuple et le PPACI, par ces deux événements, veut marquer sa proximité avec le peuple. Je vous remercie. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people